It is news time on Spectrum Television. Intermediate Lions of Cameroon have bowed out of the competition at the semi-finals at the Limbe Omnisport Stadium against the Atlas Lions of Morocco, suffering a 4-0 thrashing at yesterday's encounter. Highlights of yesterday's match as well as reactions from supporters and coaches will be yours on this edition of the news. Plus, accusing fingers are being pointed at the Cameroon military for barbaric and gruesome killings at the Mautu in the southwest region near Moyuka. This newscast is going to shine a spotlight on what actually happened on that same day. Cameroon Renaissance Movement leader Maurice Kamto contradicts reports and audits of Survivor Cameroon. We shall be having his reactions brought to you live on tonight's newscast. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for watching the 6 p.m. newscast on Spectrum Television. It's a bilingual newscast, and tonight we begin in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Alors que la polémique ne cesse de enfler sur les réseaux sociaux, Maurice Kamto s'est exprimé ce 3 février sur le sujet qui fait débat. Les fonds collectés par l'initiative Survie Cameroun. Une sortie de 18 pages dans lesquelles il donne son sentiment face au premier audit, mais annonce un autre mené par un cabinet choisi par lui-même, Maurice Kamto. Léla Renganz. Maurice Kamto se réserve le droit d'initier en temps utile des procédures judiciaires appropriées en vue de défendre les intérêts qui auraient été mis en cause dans le cadre de l'opération Survie Cameroun Survival Initiative, qu'il s'agisse de malversation alléguée ou d'une autre infraction tendant à compromettre l'intégrité de cette opération. Pour la première fois depuis le début de la polémique autour des fonds collectés par l'initiative lancée par lui, le président du MRC s'est exprimé ce 3 février 2021. Dans une sortie intitulée « Message sur la nécessaire clarification et clôture de SCSI », le professeur Kamto, pas satisfait du premier audit mené par le cabinet ACDB Consulting, sur commande de Christian Pendaikoka, annonce un nouvel audit qui sera mené cette fois par Enseignant, cabinet recruté par ses propres soins. Je constate qu'au lieu des clarifications attendues de l'audit commandité par SCSI, la situation actuelle est plutôt source d'une confusion malsaine. Une telle situation ne saurait perdurer. Il me revient par conséquent, en tant qu'initiateur de l'initiative SCSI, d'y mettre un terme. Un état des lieux de l'opération SCSI s'impose, afin d'apporter de manière définitive toute la lumière sur la situation. Dans cette perspective, j'ai décidé, pour commencer, de donner un mandat au cabinet Ernst & Young, l'un des 4 plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde, pour évaluer les systèmes d'information afin d'établir clairement les raisons de l'écart d'un montant d'environ 330 000 € observé entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes encaissées par les opérateurs Stripe et PayPal et reversées dans le compte bancaire de SCSI. Conscient de la responsabilité qui est la sienne en tant qu'initiateur du projet, le président du MRC n'entend ménager aucun effort pour que toute la lumière soit faite et les coupables éventuellement punis. Je vous rassure donc, quant à ma détermination à veiller à ce que toute la lumière, je dis bien toute la lumière, soit faite à tous les niveaux, sur tous les aspects de l'opération Survie Cameroun Survival Initiative. Aucune personne ou entité, je dis bien aucune, ne sera à l'abri des conséquences fâcheuses qui s'imposeraient. Notons que l'annonce de cet autre audit arrive au moment où les réseaux sociaux désignent déjà les coupables de ce qu'ils assimilent à un détournement massif. Tout comme ils lisent une certaine brouille entre le coordonnateur du mouvement Agir et le président du MRC. Et ce n'est pas l'affirmation de Maurice Kamto qui dit n'avoir toujours pas pris connaissance du rapport intégral de ACDB Consulting, pas reçu certainement qui leur fera penser le contraire, même si à la fin de sa sortie, ce dernier réaffirme sa fraternité d'avec l'ancien conseiller du président de la République.
Reste donc attendu à ce jour le rapport vérité d'enseignants et le rapport moral du professeur Kamto. Notons que jusqu'à ce jour, le MRC attend toujours que soient débloqués les fonds cotisés dans les porte-monnaies électroniques des opérateurs de téléphonie mobile du Cameroun. Mais en attendant, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a lui aussi apporté des réserves sur l'audit confié par Christian Penda et Koka au cabinet ACDB Consulting. Je vous propose de l'écouter. À ce jour, je n'ai pas connaissance du rapport intégral de ACDB Consulting. Dans ses observations préliminaires, en date du 29 janvier 2021, sur la note de synthèse de ACDB Consulting, l'équipe d'ingénieurs informaticiens ayant créé la plateforme de collecte des fonds de SCSI en avril 2020 et qui en assure depuis lors la gestion, la maintenance et le développement, a émis des réserves sérieuses sur la crédibilité du travail effectué par le cabinet d'audit. Ces réserves sont fondées à la fois sur la méthode et les conclusions. L'équipe des administrateurs fait observer qu'elle n'a pas été entendue par les auditeurs du cabinet ACDB Consulting et s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'éditeur du logiciel utilisé sur les plateformes de collecte n'a pas non plus été entendu ni contacté par l'auditeur ACDB Consulting. L'équipe des administrateurs du site déclare ne pas comprendre qu'aucune mention ne soit faite de l'audit technique interne réalisé par ses soins en octobre 2020 au sujet du différentiel et mis à la disposition du président du comité de gestion, alors même que cet audit interne était nourri, entre autres, par le retour de l'un des éditeurs de logiciels. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, représentant l'État du Cameroun et la Société africaine de développement du tourisme, ont procédé ce jour à la signature d'un protocole d'accord de transaction relatif à l'hôtel central. Compte rendu, Mireille Chabzé. Ça y est, l'État du Cameroun et la Société africaine de développement du tourisme concrétisent par cette signature de protocole leurs différents engagements au sujet du Central Hotel. Il faut dire que dans les années antérieures, le gouvernement camerounais a signé avec la société Glenview un bail amphithéotique pour la construction d'un hôtel de 5 étoiles sur le site de Central Hotel de Yaoundé. Les installations confiées en gérance à la Société africaine de développement du tourisme dans un cadre de bail amphithéotique de 99 ans. La résilience de ce bail se fait le 8 mai 2015, sauf que il engendre un contentieux resté longtemps pendant devant les juridictions. Aujourd'hui, les parties optent pour le règlement à l'amiable de ce contentieux avec des dettes à payer. Nous sommes très satisfaits de cet aboutissement, on va dire amical et fraternel, pour permettre que le site de Central Hotel, qui avait été cédé en gérance à la SAF de Tours SA dans un bail de 99 ans, puisse aujourd'hui être effectivement libéré et remis à la société Glenview Hayat SA pour la construction d'un hôtel 5 étoiles qui constitue une importante réalisation pour le président de la République. L'État du Cameroun s'engage à régler sa dette à hauteur de 184 104 306 francs CFA en 2 tranches. Pour sa part, SAF de Tours, celle-ci s'engage en contrepartie au paiement de la première tranche à libérer le site de Central Hotel à la date du 26 janvier 2021 en enlevant notamment le mobilier qui demeure sa propriété. Je suis très content, je suis satisfait par l'aboutissement de ces démarches. Pourquoi? Parce que je ne suis pas resté au Central Hotel parce qu'il nous faisait de l'argent. Non, nous sommes restés là parce que nous avons pensé sur ce site-là un projet futuriste. Et voilà que ce projet futuriste arrive par le chef de l'État
je peux vous dire que je suis entièrement partie prenante et je serai là. Je vais apporter ce que je peux pour que ce projet réussisse. Rappelons que la construction de cette infrastructure hôtelière viendrait ainsi concrétiser une autre grande et importante réalisation du président de la République et du reste porteuse de grandes opportunités pour le développement du Cameroun et le bien-être des citoyens. Human Rights Watch has released a report accusing the Cameroon military for being at the helm of the killings of civilians at Mautu, a locality in Moyoka, southwest region of Cameroon, on January 10, 2021. The information is contained in a report published today in their group. Catherine Kone has details. The National Commission for Human Rights and Freedom reveals that the January 10, 2021 carnage in Matu, a locality in Moyoka in the southwest region, was done by the Cameroonian military. The gruesome act, they say, led to the death of at least 9 civilians, including a woman and a child, with 4 other civilians brutally injured. In a report published this day, the Human Rights Watch emphasized that the military looted scores of homes and threatened residents. According to the Deputy African Director of Human Rights Watch, killing civilians and ransacking their homes in the name of security qualifies as an act against humanity, which can fuel the escalating circles of violence and abuse in Anglophone regions of Cameroon. The rights group urged the Cameroonian authorities to rein in abusive units and, with the assistance of the African Union and United Nations, establish a credible, impartial inquiry into the Matu killing and prosecute those responsible. It should be recalled that on January 22, 2021, the watch group had sent its findings on the killings to Commander Atonfa Ngemo through an email requesting answers to specific questions. The say, replying to their mail on January 26, Commander Atonfa Ngemo failed to address Human Rights Watch question, but rather freely dismissed the evidence of unlawful killings as fabricated. They added that prior to the killings, the spokesperson had admitted that soldiers from the 21st Motorized Infantry Battalion conducted an operation in the village, but did not acknowledge that the troops killed and injured civilians. The January 10 killings led to a public outcry and was widely condemned in Cameroon and outside. Human rights groups like the Center for Human Rights and Democracy in Africa, the Human Rights Defenders Network in Central Africa, the United Nations had equally denounced the attack and called for an independent investigation, urging those responsible for the gruesome act to be dealt with. La ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, préside depuis ce matin par visioconférence la conférence annuelle 2021 des responsables des services centraux et déconcentrés élargis aux organismes sous tutelle du ministère des Affaires sociales. Les travaux sont placés sous le thème « Contribution du MINAS à la gestion des répercussions sociales et économiques du coronavirus en contexte de mise en œuvre de la SND 30 ». Les premiers éléments des échanges mettent en évidence l'influence des crises sécuritaires et sanitaires sur l'exercice 2020, selon la ministre. Ces travaux permettront de faire le point des mesures prises pour relever ces défis, dont la mise en place d'un groupe de travail chargé de coordonner la réponse contre le coronavirus. L'on annonce dans la foulée des mesures supplémentaires pour l'exercice 2021. Des présumés bandits présentés à la presse ce 4 février, spécialisés dans le braquage à main armée, ce gang constitué de 7 hommes a été arrêté par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral en appui avec la compagnie de gendarmerie du Mongo. Léla Rengans. Un militaire repris de justice qui viendrait en aide à un gang de malfrats dans ses opérations de braquage en lui vendant des armes à feu. L'homme vient d'être interpellé par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral sous la supervision du collégion Jean-Marie Bikele. Selon les informations rendues publiques lors de leur présentation à la presse, leur dernier coup, mené le 24 décembre 2020 à Bafang dans la région de l'Ouest, aura été le coup de trop.
En effet, au cours de cette nuit où beaucoup célèbrent la naissance du Christ, le groupe, lui, choisira de la célébrer avec des armes à feu, en dépossédant une famille d'une importante somme d'argent et de plusieurs autres objets de valeur. Après coup, le gang va se séparer pour éviter d'attirer l'attention. Peine perdue, le premier groupe, constitué de 3 personnes, sera interpellé au cours d'un contrôle effectué par les éléments de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, alors qu'ils se rendaient à Manjo avec une moto. Ils ouvriront le feu sur les gendarmes. Mal leur en a pris car ils seront arrêtés et leur matériel saisi, c'est-à-dire 2 pistolets de fabrication artisanale, des munitions et de longues ficelles servant à ligoter leurs victimes. L'autre, le chef de gang, se rendra à Douala après avoir préalablement pris le soin de dissimuler son arme dans un sac de maïs expédié dans la capitale économique du Cameroun. À Douala, il sera interpellé en janvier au quartier Bédi et son exploitation permettra de mettre la main sur le reste de la bande. Ce sont donc 7 hommes âgés entre 32 et 45 ans qui ont été présentés ce 4 février à la presse. Cependant, les recherches se poursuivent en vue d'interpeller tout individu en intelligence avec ces présumés bandits, fera savoir le collégien Jean-Marie Bikele. Over to the northwest region, Bamenda City Mayor Achobong Paul, together with Mezam SDO, DOs of Bamenda 1, 2 and 3 subdivisions have embarked on a road enlargement working of house and structures along the road alongside the city center. According to the city mayor, this project is worth millions, and with this, his dreams of making Bamenda great can be achieved after works begins. The coming of this project will equally provide employment and other economic benefits for the population. Administrators, together with the mayor, call on those whose structures have been marred for destruction to adhere to instructions, as will be required development by the city if need be. Let's get more of these projects with the city mayor of Bamenda, Paul Achobong. For the moment in this World Bank project, we're taking all the way from Welcome to Bamenda, through École des Champions, down to Amou Mezam double lane. From here, this Amou Mezam junction where we do stand now, right to Finance Junction double lane. From Finance Junction through Veterinary Junction to Ayaba Hotel, T Junction, Hospital Roundabout, back again through Food Market, up back through City Chemist, back to Veterinary Junction. All is going to be a double lane road, I mean an express road. About this very particular project which we're trying to tell you, it's not like any kind of something new here. It's been established in Europe, London, America, Canada, and even Abu Dhabi, I'm fond of referring to. So it's nothing new for us. And I'm telling the population of Bamenda that indeed, you cannot eat an omelette without breaking an egg. That is why we're out this morning. And we continue this newscast in the French language with Orion Dombo. Et on parle santé, Joséphine Bindi. Ce 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, une pathologie qui touche aussi les enfants de moins de 5 ans. La guérison pour ces jeunes patients est possible, mais les coûts sont très élevés. Nos reporters ont rencontré à l'hôpital de district de Bonassama la famille d'une malade de 2 ans qui appelle à l'aide pour sauver la petite. Inès Pangan et Julie Pau. Loin de la malchance, le cancer chez l'enfant de moins de 5 ans est une triste réalité. La famille de cette petite fille internée à l'hôpital de district de Bonassama à Douala vit un véritable calvaire. Ça a commencé qu'elle avait 1 an, 2 mois. C'était enflé. Nous sommes allés d'abord à Tegal avec. Tegal a fait les examens, ils nous ont envoyés à la Kensini. Entre-temps, moi j'étais enceinte de sa soeur. Bon, comme Tegal nous a envoyés à la Kensini, il dit que bon, c'est mieux, je parte d'abord au village accoucher avant de revenir. Comme cette petite fille, au Cameroun, chaque année, près de 800 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez les enfants. Les causes, comme pour les adultes, sont liées à l'hérédité et à la génétique, soit 15%, mais aussi à l'environnement de vie. L'environnement chez l'enfant, on peut penser au virus
surtout le virus HIV qui est transmis de façon par la transmission materno-fœtale. On pense aussi un peu plus au paludisme parce que le lymphome est lié à ce qu'on appelle, il y a une ceinture épidémiologique, c'est-à-dire les régions équatoriales qui sont plus infectées par le palu, il y a plus de cas de lymphome. Le principe du dépistage précoce qui garantit plus de chances à la guérison s'applique aussi à ces jeunes patients. La condition première à son respect étant la vigilance des parents et des tuteurs parce que les premiers signes d'alerte donnés par l'enfant ne doivent pas être négligés. Affirmation d'experts, il est possible de guérir d'un cancer qu'on soit un enfant ou un adulte. Mais l'accès à cette restauration passe malheureusement par de grosses dépenses sur des consultations, des examens et des traitements. On l'évalue à plusieurs milliers de francs CFA. On ne parvient même pas à payer le traitement parce que vraiment ça nous dépasse franchement puisque une thérapie coûte 200 000 et c'est comme ça 6 thérapies. Et ça fait 1 200 000. On ne sait même pas où on va prendre l'argent pour sauver cet enfant. Moi je ne travaille pas. Son père se bat. Mais les spécialistes rassurent, après ces lourds sacrifices, la santé est retrouvée si tous les paramètres sont respectés. Entre autres, ils parlent du dépistage précoce et du suivi rigoureux des indications du personnel médical. Je supplie tous les âmes de bonne volonté de me venir en aide. Ma fille souffre énormément, c'est ma première fille. Je veux qu'elle guérisse, qu'elle se lève et joue avec tous les enfants de son âge comme elle-même. Sport, football, championnat d'Afrique des Nations, des erreurs individuelles ont coûté cher au Lion A'. De plus, le Maroc a été plus fort. Il est important maintenant de se concentrer sur le match de classement. Martin Tungumpile, le coach des Lions A', a été interrogé au sorti de cette rencontre hier. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles qui ne nous ont pas permis de bien mener cette rencontre. Et lorsque vous prenez des buts à cause des erreurs individuelles, il faut avoir beaucoup de morale, beaucoup de force pour pouvoir remonter la pente. Et en face, il y avait une très bonne équipe marocaine bien organisée. Donc ça a été très difficile. Et puis bon, le Maroc a mérité sa victoire. Disons qu'il y a un débat autour du football camerounais qui a peut-être des répercussions au niveau de l'équipe. Mais je pense que ce débat ne peut pas être engagé ici. On essaie de voir ce qui n'a pas marché avec l'équipe aujourd'hui. Peut-être lorsqu'il y aura ce débat, on en saura plus sur tout ce qui peut entraîner dans le fonctionnement. Vous savez, la tâche de l'entraîneur n'a jamais été facile en général. Bon, particulièrement pour cette équipe, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour produire quelque chose. Donc aujourd'hui, on a rencontré une meilleure équipe. Voilà. Le Cameroun, pays hôte du CHAN, s'est incliné face au Maroc hier en demi-finale. Amateurs et professionnels du football tentent de dégager les responsabilités de cet échec face aux Lions de l'Atlas. Mireille Sabji. Tungumpile aura rêvé grand, mais ses poulains et lui ne joueront pas la finale du championnat d'Afrique des Nations édition 2020, car les Lions de l'Atlas n'ont fait qu'une bouchée des lions indomptables et des espoirs du pays hôte. Le coach obligé de se contenter de cette place en demi-finale. L'échec cuisant du Cameroun face au Maroc crée des tensions et surtout suscite les réactions des amateurs et autres professionnels locaux du football après la raclée du stade de Limbe. Juste après cette humiliation infligée par le Maroc, un malaise explose au sein de la tanière camerounaise. L'un des joueurs phares du groupe, Yannick Dieng, buteur contre la RDC en quart de finale, a une vive altercation avec le sélectionneur adjoint, David Pagou. L'international évoluant en poste d'attaquant n'aurait pas apprécié son remplacement à la 51e minute du jeu. C'est du moins l'une des premières justifications de cette confrontation, même si certains estiment que les dessous de cette affaire sont rocambolesques.
La conséquence directe de cet affront est que Yannick Dieng ne sera pas de la partie contre la Guinée samedi 6 février prochain au stade de la réunification de Douala pour le match comptant pour la 3e place du CHAN. Une absence qui ne sera pas la première, car une qui s'est bien faite remarquer tout au long de la compétition, c'est bien celle du capitaine Jacques Zoua qui n'aura joué qu'une seule fois et ce contre le Zimbabwe à l'ouverture. Après cette défaite humiliante, 4-0 mercredi soir en demi-finale, l'absence du capitaine est décriée de part et d'autre, incriminant le sélectionneur. En effet, à la question de savoir s'il y a un problème avec Jacques Zoua, Martin Tongopile déclare qu'il n'y a pas de problème avec le capitaine. Il a joué le premier match, après il a eu des blessures. Mais qu'est-ce qui aurait pu être à l'origine de cette absence prolongée, bien que la blessure ait été réparée, s'interrogent certains. Si le coach évoque ce qui l'a surtout poussé à faire sans son capitaine dans les coulisses, des voix évoquent l'idée d'une blessure diplomatique décrétée par le sélectionneur pour masquer une histoire de prime de victoire. Pour certains observateurs du football, face à tout ce désordre, le rêve camerounais d'atteindre la finale de cette compétition n'était que utopie. D'abord avec ce chamboulement au sein du staff technique à quelques semaines du CHAN. Nombreux sont ceux qui n'ont pas vu d'un bon œil le limogeage du coach Yves Clément Aroga par le ministre des Sports. Même si son remplaçant Martin Tongopile, 62 ans, est un technicien de football reconnu et réputé pour avoir flirté avec toutes les sélections nationales ou presque. En croire d'autres spéculations sur les réseaux sociaux, l'imposition de main des Célestine Cortés n'aura pas suffi à dompter les lions de l'Atlas. Celle-ci aura contribué à ce que les lions indomptables perdent leur crinière à Limbé, étrillée par les Marocains. Une opinion laisse entendre que l'on a fait appel aux forces du mal et à la sorcellerie pour que les lions gagnent. Il faut donc assumer le retour à l'envoyeur. À cela, faut ajouter l'irrégularité dans le programme de restauration des joueurs, ainsi que la corruption au sein de la tanière et bien d'autres. En outre, dans une sortie épistolaire, Abdourahmane Babad Madou, le président de l'Étoile filante de Garoua, salue le parcours honorable des lions indomptables à prime qui ont pu intégrer le dernier carré de la compétition malgré les entraves multiples, notamment le blocage du championnat de Ligue 1 par la Fédération camerounaise de football avec la complicité d'un petit groupe de dirigeants de club. Pour ce président de club, il est absolument vital pour le football camerounais que les responsables de ce blocage soient clairement identifiés et punis conformément aux statuts et règlements de la Fédération camerounaise de football. Et c'est la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine. Good night to you, Oriane, and good night to you. We will be back tomorrow, same time, same channel.